Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 87. Dans cette chronique, je vais essayer de réactualiser un petit peu conception marxiste, définie par Marx et Hegel, à la lumière bien entendu de leur analyse du régime de Napoléon III, du phénomène du lumpenprolétariat. Alors, je vais tout d'abord parler de la problématique en la réactualisant, car oui, je suis marxiste, mais certainement pas marxiste culturel, et encore moins marxiste trotskiste ou freudo-marxiste, comme l'école de Francfort, qui au fond, finalement, à force d'évolution, ont rejoint le camp du libéralisme libertaire, donc très proche finalement des milieux d'affaires, qui aujourd'hui font peser véritable injustice sur les différentes classes ouvrières. Donc revenons justement à l'affaire Benalla pour étayer effectivement cette explication. Donc je vais m'employer à expliquer deux façons. La première, de façon factuelle, à la lumière de cette dernière actualité, et ensuite les différentes variantes du lumpenprolétariat, car le lumpenprolétariat peut être aussi le lumpen-terrorisme. Tout cela, bien entendu, concourt de la, je dirais, de la complicité des Botras, je dirais des bobos, et également des beaux-frus. On parle de Botras, ce sont les bohèmes traditionnels, les bobos, donc les bourgeois bohèmes, et les beaux-frus, les fameux bourgeois frustrés de ne pas avoir été capables de faire comme papa et finalement de pénétrer dans les grandes écoles pour devenir des cadres et des dirigeants et faire partie des sociétés du CAC 40. Bien, revenons finalement à cette problématique du lumpenprolétariat. Alors, peut-on tout d'abord établir un lien entre radicalisation et délinquance, puisque aujourd'hui c'est de la délinquance qu'on parle. Alors pourquoi la radicalisation? Parce que finalement, au fond, ces deux éléments se nourrissent. Alors de prime abord, les deux concepts sont, quand on les prend en brut de décoffrage, sont antonymes. Le délinquant de banlieue a une logique hédoniste, consumériste, avoir de l'argent, du bon temps, des filles, vivre au jour le jour, profiter, ne pas trop se fatiguer, posséder l'argent facile. Et l'individu radicalisé, lui, il est dans le renoncement à ses valeurs et au confort de la société, je dirais, occidentale. Pourtant, la bande d'un côté, comme la radicalisation religieuse, de l'autre, répondent à une logique utilitaire. Elles sont sécurisantes pour les membres, qui en font partie. Le jeune délinquant a souvent un profil très immature, soyons logiques, une notion floue du bien et du mal, une observation sans cesse, je dirais, de l'information à travers le petit écran, un mimétisme complet, il n'est que le miroir d'une société malade, une absence d'idéologie de conscience à travers un manque d'éducation. La radicalisation lui offre un cadre, un chemin, une identité autre que celle du territoire de la délinquance, c'est la fabrication finalement au fond d'une nouvelle identité. Alors le lien entre délinquance et radicalisation, c'est la mutation idéologique. Alors il faut bien comprendre cela. Quand on plante également le décor d'une façon sociologique, on peut considérer aujourd'hui que ces individus nagent dans un vaste système économique, on pourrait appeler le marché du travail, qui est déjà, je dirais, en phase de dérégulation, ce que j'appelle de dérégulation, depuis plusieurs années. On voit bien que les augmentations salariales sont inférieures à celles, je dirais,
de la zone euro. Les salaires sont bas, l'augmentation ne couvrant pas, bien entendu, l'augmentation de la productivité ni de l'inflation. Et cela, bien entendu, a une conséquence de provoquer un tassement, voire même, sans si risquant, un effondrement. Effondrement, bien entendu, de la consommation intérieure qui se traduit par de moindres recettes, TVA, et la paupérisation croissante d'une partie de la population. Alors, ces éléments qui sont finalement, au fond, assez dévastateurs, nous pouvons faire une analyse aussi bien sur le Royaume-Uni, sur l'Allemagne, sur la Hollande, la Belgique, la France, qui rencontrent aujourd'hui, au cas d'espèce, je dirais, les mêmes problématiques. Prenons le cas par exemple de l'Allemagne. Le choc de la réunification vient augmenter l'effet dévastateur. Les salaires est-allemands ne sont pas toujours au niveau des salaires ouest-allemands, c'est une réalité, et encore maintenant, créant ainsi deux types de travailleurs. L'incorporation de plus d'1 million d'immigrés sur le marché du travail allemand n'a pas arrangé. Et finalement, au fond, cela a pour conséquence de créer une troisième classe de travailleurs qui devront se contenter d'un mini-job, ni salaire. Prenons l'exemple par cas d'espèce, le patron d'Airbus décrète qu'il vaut mieux entrer sur le marché du travail avec un mini-job ou un emploi mal payé que d'être condamné à l'assistanat ou à l'inactivité et à la frustration. Alors, direz-vous, cette affirmation de Tom Ender, patron d'Airbus, choque par son cynisme. Fils de berger, cet industriel allemand a manifestement oublié ses origines en voulant ainsi recréer un lumpenprolétariat. Aujourd'hui, avec l'arrivée massive des migrants, ce qu'on pourrait appeler la troisième classe, dont effectivement ce lumpenprolétariat va être, je dirais, redynamisé, ou sous-prolétariat si vous préférez, cher à Marx et Engels, qui s'en méfiaient, car considérés comme force d'appoint du grand capital, des dirigeants, bref, à l'époque de la bourgeoisie. Aujourd'hui, nous avons des grands groupes, des membres très importants qui font partie, je dirais, de différents traités euro-atlantiques, et bien entendu, cela n'est pas dénoncé, ne peuvent se réjouir que de l'arrivée finalement sur le sol européen. Soyons sincères et essayons de regarder la vérité en face. Donc se réjouissent d'une main-d'œuvre potentiellement bon marché, flexible, taillable et corvéable à merci. Qu'importe si effectivement les conditions, je dirais, d'existence auprès des populations nationales soient catastrophiques. L'important, c'est l'appât du gain. Alors non seulement cette vision du marché du travail n'est pas celle des, je dirais, des fondateurs de l'Europe, parce qu'ils l'avaient imaginé à l'époque, mais en plus elle est liée à la perception que les immigrés auront de leurs intérêts. Choisir entre être assisté pendant de longues années, selon le cas d'espèce, 5 années sont nécessaires à, je dirais, résorber à hauteur de 50% le chômage d'immigrés récemment arrivés, et gagner un salaire de misère. Un immigré préférera probablement la première solution, à moins de, je dirais, d'être un stakhanoviste. Bon. Alors, faisons un petit tour d'horizon. Effectivement, la vision du patron d'Airbus, pour autant qu'elle puisse être mise en œuvre, aura des, je dirais, pour conséquence de tirer les salaires allemands, encore une fois, à la baisse, dumping social, et de réduire par conséquent les dépenses et des ménages sur le marché intérieur. Les recettes TVA et l'impôt des personnes physiques, de quoi alimenter la déflation, ce qu'il en est par exemple de l'Allemagne,
Seuls gagnants, les actionnaires d'entreprises allemandes, exportatrices, premiers bénéficiaires d'une main-d'œuvre bon marché. Globetrotters, bien entendu, et méritent que quand il y a un problème, ils iront habiter dans une villa dans les 4 coins du monde qu'ils possèdent. Bon. Encore une fois, c'est le national qui en payera les conséquences. Car ces individus faisant venir une multitude de réfugiés, pensez-vous, ne les prendront pas dans leurs différents domaines, ou dans leurs différentes habitations. Ils les imposeront dans des quartiers populaires qui sont déjà eux-mêmes en plein de difficultés financières. Alors, pas de quoi réjouir également les acteurs économiques belges, dès lors que finalement, au fond, on voit que les exportations allemandes permettront à l'Allemagne de Merkel de s'imposer face à nos exportations fragilisées par un coût du salariat trop élevé. Et l'Europe, finalement, au fond, n'a pas besoin de capitaines d'entreprise tels que Tom Enders, par exemple. L'Europe n'a pas besoin d'un lumpenprolétariat alimenté par une immigration incontrôlée, et dont certains voudraient bien que, effectivement, certaines formes d'islamisme puissent se développer afin d'avoir une situation incontrôlable. Permettant, bien entendu, à d'autres think tanks du monde arabe, je dirais, d'y faire une percée. Alors, il faut savoir que dans le cadre du lumpenprolétariat, j'ai essayé de planter le décor, l'emploi des délinquants, plus souvent des jeunes désœuvrés issus de l'immigration, aujourd'hui du lumpenprolétariat, puisque autant que faire se peut, dans les années 70, le français de souche qui était ouvrier était encadré par le Parti communiste, et appelé à l'époque la classe ouvrière, dont les différents organismes, les différents organes, qu'ils soient syndicales ou directement le parti, avaient pour responsabilité d'encadrer le cadre de l'usine dans le cadre du travail. Aujourd'hui, nous sommes, en cas d'espèce, dans un lumpenprolétariat, puisqu'il n'y a absolument pas de conception de la nation, du patriotisme, du travail bien fait, et surtout de la dimension sociale au niveau national, avec bien entendu les différentes icônes, telles que peut-être Jean Jaurès, également Rousseau, ou Torres, ou bien d'autres. Revenons à ce lumpenprolétariat qui est une véritable aubaine pour ceux qui finalement nous dirigent, et dont ces derniers temps, une flétrissure, une bavure, mais qui n'est finalement au fond que le témoin lumineux d'une situation amplement révélatrice. Alors, n'oublions pas que dans ce cas d'espèce, le lumpenprolétariat n'a pas changé. Il effectue toujours des basses besognes répressives, sauf qu'on utilise aujourd'hui une autre population, et cela, bien entendu, est une constante de certains pouvoirs à l'intérieur du pouvoir qui peuvent être autoritaires. Rappelez-vous, Serge Chakotine définissait effectivement quand les démocraties libérales utilisent les armes de la dictature. Je donnerais également le lumpenprolétariat, c'est également, pas seulement la règle pour ce qu'il en est de notre pays, la France, mais également aussi un moyen utilisé par différents pays. Je donne un cas d'espèce, l'Iran par exemple. Ils ont des bataillons de Bassidji qui ont massivement, je dirais, et brutalement participé à la répression du mouvement vert. Vous voyez qu'un lumpenprolétariat peut être aussi fanatisé. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon explication, j'ai défini d'un côté deux formes de radicalité. La radicalité religieuse donnant finalement un socle existentiel à l'individu, une sorte de renoncement, et la radicalité, je dirais, d'une certaine forme de voyoucratie, ayant pour espoir
les filles faciles, l'argent et finalement, au fond, ce que les médias lui montrent dans certaines émissions et dans le train de vie de certains de nos dirigeants. Ils ne font que, effectivement, du mimétisme. Cependant, je voudrais revenir effectivement à d'autres pays qui utilisent le lumpenprolétariat. Ce fut le cas par exemple au Panama, lorsqu'en 89, Manuel Noriega tenta de briser l'opposition démocratique. Et c'est depuis des décennies l'une des malédictions, par exemple de Haïti, un pays qui a été livré, n'ayons pas peur de le dire, aux exactions de truands officiels. Rappelez-vous, quand les tontons Macoutes sont partis et que le président Aristide, qui était placé par le FMI, était incapable de pouvoir appliquer une politique définie, qu'en plus cette île a subi des catastrophes naturelles, les conséquences ont été que l'apparition de gangs venus des États-Unis, dont bien entendu certains originaires de ce pays, ont commencé à dicter certaines politiques dans les rues, allant jusqu'à cette aberration où des ambulances étaient obligées de demander à des gangs un droit de passage pour pénétrer dans les hôpitaux. Alors, il y a pire encore, que je dirais, que l'engagement de petites frappes pour briser des manifestations ou tabasser des opposants. Les États établissent des services de sécurité dotés d'un pouvoir arbitraire, je dirais même quasiment absolu. N'ayons pas peur de le reconnaître. Et n'oublions pas que cela évolue constamment entre la légalité et la criminalité. L'exemple, par exemple, des mukhabarat, comme parlait mon ami Aldosteron, par exemple les mukhabarat de Saddam Hussein, qui ont, à un moment donné, été utilisés, effectivement, souvenez-vous, Qusay et Uday, les deux fils de Saddam, qui étaient à la tête du plus grand, je dirais, carnet de prostitution, allant se servir dans les rues de Bagdad pour proposer ces femmes à des manias du pétrole. Il faut savoir que dans certains pays, les services secrets, les polices, les milieux et les mafias interagissent jusqu'à parfois se confondre. Par exemple, en Amérique latine, lors des dictatures qui sévirent dans les années 70 et 80, les escadrons de la mort allaient chercher leurs exécutants dans les prisons et les bas-fonds de la société. C'est finalement, au fond, le terrible héritage que doit affronter aujourd'hui la société colombienne à partir des années 80. Des milliers de délinquants, des bons à rien, s'engagèrent au sein des groupes paramilitaires sous prétexte de mater la guérilla communiste. Se rendirent coupables de 30 000 assassinats de civils soupçonnés de complicité avec la subversion, alors qu'il s'agissait surtout, en fait, de terroriser, d'assouvir des pulsions criminelles et de voler des terres et des biens, tout simplement. Alors effectivement, soyons honnêtes, les régimes totalitaires et génocidaires qui ont ensanglanté, je dirais, le XXe siècle, sont allés même plus loin, et encore même de façon systématique, où ils ont systématisé, je dirais, le recrutement de tueurs fous pour perpétrer les exactions les plus horribles. Nous avons en cas d'espèce en 1915-1916 la Turquie, le parti Union et Progrès confia notamment à des truands intégrés aux unités d'extermination de l'organisation spéciale la tâche de traquer, de déporter et de massacrer et de génocider les Arméniens. Nous avons également, lors de la Seconde Guerre mondiale, les chasseurs noirs de la brigade Dirlewanger. Donc Himmler en personne proposa la liberté à des repris de justice et à des braconniers en échange d'une chasse à l'homme dans les forêts ukrainiennes et biélorusses. Ces hommes de main, je dirais, n'étaient pas ces hommes ordinaires que décrit certains, mais qui se convertissent finalement au fond par lâcheté, conformité ou pas du gain, exécutant docile d'ordre criminel,
Ils étaient dès le départ dans le civil, hein, des machines à réprimer, à torturer, à tuer. Les hommes de l'unité spéciale massacrèrent, violèrent, pillèrent à un tel degré que la hiérarchie même de la SS ouvrit des enquêtes, et ce sont 200 villages biélorusses qui connurent, je dirais, ce funeste sort. Sans bien évidemment parler de sort d'Ouradour, hein, dont effectivement 30 000 hommes, femmes et enfants, je dirais de Varsovie, qui tombèrent victimes des chasseurs noirs. Également, je dirais, les démocraties s'égarent parfois elles-mêmes, hein. Il arrive que, pour des raisons, tort ou à raison, c'est dans ces caniveaux, je dirais, du crime, il faut appel à la délinquance pour accomplir le sale boulot de la République. Malheureusement, je pense que tous les régimes n'y ont pas échappé, hein. On peut parler également à l'époque gaulliste, hein, où les Barbous et les nervistes du service d'action civique, le fameux SAC, hein, recrutés au sein de la pègre. L'Italie également, l'Italie n'est pas, je dirais, écartée en ce sens, n'est pas exempte lors des années 70-80, dans un contexte, je dirais, marqué par le terrorisme d'extrême gauche et également d'extrême droite, des éléments, je dirais, dévoyés des services secrets, s'acoquinèrent avec des mafieux pour mettre en œuvre une stratégie de la tension, censée stopper la montée en puissance du Parti communiste officiel et de bloquer son entrée, bien entendu, au gouvernement. Alors, me direz-vous, le recours au truand est malheureusement la caractéristique emblématique de la plupart des États. Alors, bien entendu, il y en a certains qui sont devenus des États voyous où la voyoucratie est institutionnalisée. Alors, quand on parle d'États voyous, c'est-à-dire d'États qui ne méritent pas qu'on leur accorde le moindre respect ni le moindre appui. Mais malheureusement, l'Union européenne et les États-Unis devraient en tenir compte au moment où, poussés par le vent, je dirais, de révolte, dans le monde arabe, ils réévaluent leurs relations trop amicales avec certains think tanks venant de pays du Golfe et qui, bien entendu, mués par des intérêts économiques et financiers, ferment les yeux sur une certaine politique utilisant l'islam pour, je dirais, leur sinistre dessein. Finalement, au fond, l'islamisme n'est qu'une forme de délinquance en col blanc avec des lettres de noblesse religieuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comment le lumpen prolétariat des quartiers populaires est manipulé pour venir au bout du modèle républicain français. Qu'on pourrait qualifier bien entendu de sous-prolétariat et de contre-révolution, puisque effectivement c'est ce cas d'espèce l'intitulé de ma vidéo qui restait dans le cadre des frontières nationales. Alors revenons à Marx. Revenons finalement à l'analyse de celui qui a été avec son compagnon de route, Engels, pardon, le concepteur de ce terme. Il y a dans la théorie de la lutte des classes une idée que je qualifierais de surprenante. Dans certains cas, les classes sociales les plus diamétralement opposées peuvent se rejoindre, et voire même se prêter main forte, voire s'épauler. Si les travailleurs du prolétariat prennent rapidement conscience de la divergence de leur intérêt avec, je dirais, la classe capitaliste et de la nécessité de l'éradiquer, le sous-prolétariat pose quant à lui davantage de problèmes.
Pourquoi? Parce que cette classe n'a pas de dimension éthique, politique et idéologique. Elle se vend au plus offrant. Elle est le réceptacle du moment. Elle est parfois utilisée dans ce qu'elle a d'intéressant dans ses origines. Dans le cas, une partie de l'immigration qui peut être utilisée dans le cadre de l'islamisme, peut-être effectivement peut-être téléguidée par le biais de l'extérieur. Et puis tout bonnement, l'appât du gain. Dans quelle espèce? Regardez l'aboutissement et le rêve d'un rappeur aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'utiliser des textes dénonçant la politique du ghetto, dénonçant l'oppression des puissants, pour finalement, au fond, à la fin, en faire partie. Je m'explique. Aujourd'hui, les rappeurs habitent dans le 16e. Pour ne parler de la France, je ne parlerai même pas des États-Unis, c'est encore pire. Il suffit d'aller constater des Dr. Dre, des Snoopy Dogg, Snoopy Dogg, ou des MC Hammer et d'autres encore que j'ai oubliés. Aujourd'hui, ils font l'éloge du dollar, s'habillent avec les dernières marques, font des contrats avec des grandes sociétés CAC 40, ou parfois vont même jusqu'à soutenir Obama. C'est le cas par exemple de Beyoncé et de son mari. Donc vous voyez qu'on peut passer du lumpenprolétariat, ça veut dire du banditisme, dénonçant effectivement une certaine politique d'oppression pour finalement avoir des desseins plus secrets, qui est que, en définitive, cette espèce d'étonnement, d'admiration sans borne pour le puissant, afin d'accéder à son niveau de vie par les moyens que je viens d'énoncer. Alors, si effectivement Marx a posé la grande problématique de ce que j'appelle le lumpenprolétariat, donc le sous-prolétariat, qui pose, je dirais, des problèmes, et pour, je dirais, différentes raisons, il existe dans les sociétés capitalistes une frange perdue. Ce qu'on pourrait appeler, ce que Frantz Fanon appelait les damnés de la terre. Et cette fameuse France perdue, qui malheureusement pourrit, comme l'écrit bel et bien Marx, végétant de larcin, en trafic, se volant les uns les autres, n'ayant même pas une conscience de classe, et dont les intérêts sont parfois plus proches de ceux qui les ont placés dans la situation dans laquelle ils se trouvent, que ceux des travailleurs. Je vous donne un ordre d'exemple. Quand il y a des émeutes dans la banlieue, quelles sont les voitures qui brûlent? C'est la voiture des ouvriers, c'est la voiture de ceux qui résident dans le même quartier, qui subissent les mêmes difficultés. Ce ne sont pas les véhicules rutilants de l'avenue Foch. Donc il faut bien comprendre que ce lumpenprolétariat se vend au plus offrant, et le plus souvent n'est que je dirais la raclure, le déchet de cette société qui en produit abondamment. Et je dirais que même quand on compare par exemple ces deux groupes sociaux qui vivent du vol et de l'exploitation, cas d'espèce, le lumpenprolétariat et l'oligarque, puisque l'un utilise les services de l'autre, et puisque l'autre adule ce que possède l'un, puisque le grand espoir du lumpenprolétariat, c'est d'accéder à la Ferrari, à la belle voiture, aux belles femmes, à l'argent facile. Quand
il voit le train de vie de celui qui est au sommet, sans aucune éthique, sans aucune réflexion, sans aucune conception. Alors effectivement, ces deux groupes sociaux vivent du vol et de l'exploitation. Il y a dans le peuple des trafiquants, des macros, je dirais même des assassins, donc un allié potentiel, quoique, je voudrais dire, distinct socialement de la bourgeoisie, ce que Marx estimait à l'époque, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'oligarchie, exploiteuse. Alors toutes les conditions de son existence font que le lumpenprolétariat sera plus disposé à se laisser acheter pour des machinations réactionnaires. Nous ne sommes pas effectivement dans le constat d'une classe consciente et réfléchie, donc dans une certaine réflexion, mais bel et bien dans une réaction. Marx l'a bien défini dans le manifeste du Parti communiste, ainsi du 18 Brumaire, où sous le prétexte de fonder une société de bienfaisance, on avait organisé en section secrète la canaille de Paris pour mettre Napoléon sur le trône. Ainsi, d'une façon analogue, du fascisme dans les années 20, qui a mis en mouvement les masses de la petite bourgeoisie affolée et les bandes d'un lumpenprolétariat déclassé, démoralisé, pour mettre finalement au fond Mussolini au pouvoir. Alors certes, la sociologie n'est pas simple. Il y a des éléments qui devraient être plus travaillés et dont il est très difficile d'avoir également une explication réductrice. Cependant, je voudrais dire que d'autres exemples indiquent que dans certains cas, ces éléments peuvent être récupérés par des mouvements révolutionnaires, tels que par exemple les Black Panthers l'ont fait, ou l'ABM en Afrique du Sud. Mais dans l'ensemble, n'en déplaise à la gauche libertaire, dont j'exècre leur pensée, qui à la suite de Bakounine voit dans le brigand l'archétype du révolutionnaire, ce qui est une erreur à mon sens. Le lumpenprolétariat s'est révélé un soutien quasi inconditionnel des contre-révolutions et des coups d'État réactionnaires. Rappelez-vous également le régime des colonels en Grèce, qui utilisait des voyous pour briser l'opposition, allant jusqu'au meurtre de certains leaders. Sur cela, je vous renvoie au film incontournable de Costa Gavras, dont Yves Montand joue un des opposants, et dont le film s'intitule Z. Alors, on en arrive effectivement aujourd'hui au lumpenprolétariat actualisé, et dont fait partie le fameux Alexandre Benalla. Alors, on ne peut pas parler de cette situation sans mettre en avant les émeutes des banlieues françaises. Alors, tout d'abord, on doit s'interroger sur le cas très précis des émeutes qui explosent de façon endémique, et depuis à peu près une dizaine d'années dans les banlieues françaises. Bien entendu, je fais fi de toutes les manipulations, de tous les think tanks, que ce soit les frères musulmans ou même la CIA ou d'autres milieux qui, bien entendu, jouent leurs cartes. Alors, tous les éléments y sont réunis pour engendrer un lumpenprolétariat particulièrement remuant et très actif. Dans la plupart de ces quartiers, le taux de chômage est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est un fait. Celui des jeunes dépasse 40%. Le fanatisme religieux, d'idéologie confortable, sorte de couteau suisse permettant à celui qui s'y convertit de trouver un code d'existence au choix du prophète, tient lieu de connaissance. Et l'engouement pour le sport et la télévision tiennent lieu de culture. Le rêve des enfants, par exemple de Trappes, pour ne parler que de cette ville,
d'ailleurs n'étant pas bien sûr, effectivement, euh, qu'on puisse avoir des analyses profondes, mais d'une façon globale. Il suffit de regarder par exemple Anelka, comique Jamel Debbouze, qui aujourd'hui sont des gens qui vivent dans le système et dont Debbouze vit à Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est une belle bâtisse, c'est certainement pas en banlieue, là où il est originaire. Alors quand l'éducation politique, la loi du plus fort et le précepte œil pour œil, dent pour dent tiennent lieu de principe, pas besoin de lire les travaux de certains sociologues pour savoir que la plupart des émeutiers viennent malheureusement de dictatures africaines qui sont le plus souvent alimentées ou entretenues par Sanofi, Alcatel, Shell, Total, AXA, Unilever, Nestlé, et la liste serait longue et fastidieuse si je devais continuer. Où le moindre délit est tout à fait puni de mort. Par exemple, au Congo, les policiers de Kabila achèvent sur place des voleurs. Dans beaucoup de régions au Maroc, ce sont les habitants qui s'en chargent. Également en Algérie. Je donne un ordre d'exemple, quand un cambrioleur est repéré dans un quartier, c'est toute la population qui se fédère pour l'attraper et lui mettre une correction. Alors, bien entendu, d'où certainement la difficulté qu'éprouvent certains émeutiers téméraires à bien cerner les limites à ne pas dépasser. La révolte est à l'état latent, inorganisée, basée sur l'appât du gain, sur l'espoir d'une réussite meilleure, mais sans trop se fatiguer. Et bien entendu, cette révolte attend le moindre prétexte. Contrôle d'identité d'une femme voilée, caricature d'un journal sans lecteur, blasphème au regard de travers, je dirais, regard de travers, refus d'offrir une cigarette, tient lieu d'éléments déclencheurs et une nouvelle geste sociale. Les principales victimes sont bien entendu les habitants des quartiers, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans quelle espèce des voitures incendiées. Le fameux prolétariat qui est aujourd'hui coupé d'une véritable idéologie sociale et commune. Puisque, il faut être honnête, ni Mélenchon, ni le Parti Socialiste, encore moins l'UMP, ni Marine Le Pen, ne peuvent aujourd'hui garantir une doxa, voire une praxis pour le prolétariat. Et donc ce prolétariat, laissé à l'abandon, face à cette minorité de nervistes qui leur font, je dirais, vivre le calvaire, ne peuvent que vivre dans la crainte pour leur propre sécurité, mais aussi pour leur propre bien. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, plus de 100 000 voitures incendiées pendant les émeutes de 2005, ce qui n'est pas rien. Saleté, la privation de sommeil, n'en parlons même pas. Mais c'est le secteur public, indirectement les usagers, qui a subi les plus lourdes pertes. L'attaque de bus, où les chauffeurs de bus ne veulent plus passer dans certains quartiers, donc privent les gens de pouvoir utiliser les moyens de transport pour pouvoir se déplacer. Tout cela, bien entendu, concourt aussi à des véritables problèmes. Je prends le cas des caillassages des camions de pompiers quand ils doivent intervenir, et dont, effectivement, certains individus voient leur maison, qui au demeurant aurait pu être par un déclenchement d'un feu peut-être un peu faible, aurait pu éviter d'un embrasement si les pompiers avaient pu faire leur boulot convenablement. Certains appellent ça effectivement les territoires perdus de la République.
Mais au tableau de chasse des émeutiers, on trouve certes quelques boucliers de CRS, mais aussi et surtout des crèches municipales, des écoles maternelles, des médiathèques, des gymnases, des missions associatives, symbole de cette déclaration de guerre à l'État, certainement plus forte, je dirais, que les lapidations des agents de la police nationale, mort du gardien d'un lycée public de Trappes, asphyxié pendant les émeutes. Et nous avons un autre problème, c'est les dessous du modèle qatari. Alors quand vous avez un président Sarkozy qui se fait le chantre de celui qui a permis de donner une dimension internationale au Qatar, en les exonérant d'impôts quand il était dans le cas d'espèce d'investir ou d'acheter des logements dans des beaux quartiers, jusqu'à l'achat du Paris Saint-Germain, l'équipe nationale de football, ben ma foi, nous sommes exactement dans la même logique. Le modèle républicain français a de nombreux ennemis. Si la plupart des émeutiers agissent de façon inconsciente, il est clair que la régularité de ces attaques contre la République ne peut être purement gratuite. Prenons le cas des médias, par exemple. Le canal satellite le plus influent du monde et des communautés arabes est Al Jazeera, surnommé le CNN, je dirais, islamique. C'est un moyen de propagande de masse qui, comme l'ont montré les dernières années, contre-révolution des pays méditerranéens, est capable de soulever des masses. On doit, je dirais, à cette chaîne qatari l'accélération de la chute de Kadhafi. La lutte terroriste anti-Bachar, la justification d'investissement dans un pays avec un gouvernement légitime, par le biais de la complicité de pays tels que la Turquie, moyennant des ristournes financières par ces mêmes pays du Golfe qui voient d'un mauvais œil un pays laïque face à des régimes obscurantistes. Alors sans surprise, le journal soutient les émeutiers de Trappes. Le racisme systématique de la police contribue bien entendu aux tensions avec les musulmans, jusqu'à faire croire qu'effectivement l'ennemi c'est forcément le blanc. France, police brutality, not burqa, the source of tension, Al Jazeera. Alors pendant toute la guerre froide, Radio Free Europe, financée par la CIA, a diffusé une propagande anticommuniste à travers toute l'Europe. La CIA, qui aujourd'hui distribue les armes aux côtés du Qatar en Syrie, n'a pas perdu ses bonnes habitudes, sachant que le Qatar abrite le plus grand dépôt d'armes américaines du monde hors du territoire des États-Unis. On peut se poser des questions sur l'indépendance de cette chaîne. Ce ne sont pas certains qui veulent réhabiliter d'une façon oxymorique certaines idées en dédouanant la CIA ou l'OTAN de responsabilités qui aujourd'hui, comme on le sait, ne sont plus, je dirais, un secret de polichinelle. Un autre exemple de manipulation, le cas du Paris Saint-Germain, du PSG, nouvel opium du peuple, s'il en est. Le foot accapare les esprits, le porte-monnaie, le temps libre de toute une jeunesse. Or, par ce biais qui est celui du divertissement et de fanatisme, il devient fort aisé de faire passer des messages pour rassembler des forces conséquentes. Bons vieux hooligans d'antan se sont adjoints à de nouveaux amis, crâne rasé eux aussi, mais issus de la diversité, et qui ont manifesté en mai dernier leur désir de prendre d'assaut Paris devant la Tour Eiffel. Rappelez-vous. Alors cet événement violent est d'autant plus marquant qu'il s'agissait d'une fête censée célébrer la victoire de Paris en Coupe de France, rappelez-vous, que ici aucune colère ne pouvait être prétexte pour s'en prendre au CRS. Passons également en revue rapidement sur les récentes banderoles des supporters PSG contre leurs camarades de Lens, glorieuse ville du bassin industriel français, dégénérés, consanguins, bienvenue chez les ch'tis, 100% PSG.
appartient à des fonds qataris, ne l'oublions pas. Quand l'on sait que le Qatar est le bailleur de fonds de Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc il est bien évident que la main qui te nourrit est la main qui te commande. Donc, pas d'objection. Parlons également de la loi contre le foulard islamique, bien que je suis pour, mais d'une façon totale. Alors, quand ces braves demoiselles de l'ambassade du Qatar, toutes voilées, vont faire leurs courses et se font arrêter par la soldatesque, et qu'on s'aperçoit que ces braves demoiselles ne sont que les filles d'émirs, alors le commissariat du 8e arrondissement, président en tête, demande l'éradication ou la mutation de ces policiers avec des plates excuses. Qu'en est-il pour celle qui le porte et qui n'est pas effectivement de nationalité diplomatique du Qatar? Bien entendu, pas assez de fermeté avec ces pays-là parce que acheter, noyauter, et donc un bonheur n'arrivant jamais seul. N'oublions pas que le Qatar encourage aussi l'esprit managérial dans les banlieues, en prêtant 50 millions de dollars, défiscalisés bien entendu, avec l'approbation des hommes qui sont à la tête de l'État, à des jeunes patrons issus de la diversité. Ensuite, ce petit pays finance de puissantes institutions religieuses comme les frères musulmans. Celles-ci sont capables de mener la guerre sainte, comme toute religion. Et finalement, au fond, nous sommes dans une logique tout à fait évidente. Et cela va avoir bien entendu des conséquences et des ramifications jusqu'à l'envoi de musulmans français en Syrie, ou même belges. Rappelez-vous les statistiques au plus, je dirais, haut de la guerre en Syrie. Le bourgmestre de Molenbeek a constaté qu'une bonne partie de la jeunesse était partie et que la délinquance avait baissé. On veut pour preuve que, certes, Molenbeek a dû en profiter, mais les Syriens ont dû être contents. Alors, à la place des institutions publiques fondées sur l'égalité et la justice sociale, c'est la charité religieuse qui va remplacer les institutions laïques et républicaines, éducation, allocation, solidarité, santé. Finalement, au fond, une sorte d'État dans l'État, de gouvernement parallèle. Parlons également du parti musulman en Belgique, financé par Téhéran, et qui aujourd'hui ne cache plus ses prétentions, avec le temps, d'appliquer la charia. Alors, nous sommes dans un dilemme. République laïque ou communautarisme ethnico-religieux? Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais il y a un moment donné, il faut crever l'abcès. Plus qu'un symbole, c'est donc une tentative de changement de société qui se dessine derrière les émeutes urbaines. Une contre-révolution téléguidée par un patronat conquérant, même si certains disent qu'ils en sont victimes. Je pense que s'ils avaient aussi de puissance qu'on leur accorde et finance, ils auraient effectivement mis le paquet pour arrêter cette gabegie. Et je pense que à qui profite le crime? Alors pour éviter que les coups d'État réactionnaires des pays arabes ne se propagent en France, il faudra choisir. La France est une république laïque, concept que renie l'Union européenne qui entend de faire du religieux le nouveau lien social. Et ça, beaucoup de gens ne le disent pas. Certes, comme l'a dit Saint José Manuel Barroso,
à Bruxelles devant une vingtaine de hauts dignitaires chrétiens, musulmans, juifs et hindous, il y aurait beaucoup de souffrances en termes sociaux sans les églises, mais les remèdes objectifs à la crise ne sont pas dans l'islam, ni dans le Christ, ni dans le grand Dieu Pachacamac. Ils sont dans une extermination du chômage liée à une réindustrialisation planifiée, à l'arrêt des politiques impérialistes fondées sur pillage de main-d'œuvre et pillage de matières premières qui désorganisent pays d'émigration et pays d'immigration dans les puissants moyens d'intégration tels que l'école véritablement républicaine et service national et militaire. Sans ces deux creusets, il y a certains, je dirais, risques, il y a des raisons de craindre que la nation n'explose en guerre civile. Alors, vous allez me dire que quel est le rapport avec Alexandre Benalla? Finalement, c'est tout ce creuset, tout cet élément, avec cette absence d'État, avec ce président qui finalement gesticule, ne sait pas vraiment où il va, il prend en compte de façon factuelle une réalité sans essayer de la changer et essaye d'utiliser les forces qui lui sont allouées. Ce que je trouve amplement grave, c'est qu'effectivement, le comportement d'Emmanuel Macron est désarmant de sincérité, soyons logiques. Le président de la République affiche un narcissisme permanent et infantile, auquel je dirais vient s'ajouter un étonnant sentiment d'impunité, et avec lui, je dirais, aucune relâche. Nous avons droit tous les jours à un épisode destiné à nourrir notre stupéfaction devant l'absence de limite du personnage. Il y a eu l'épisode qui a suivi la victoire française en Coupe du Monde de football, occasion à laquelle Emmanuel Macron a été incapable de se maîtriser. Il en fait trop, il en fait des tonnes d'une façon même presque, je dirais, ridicule, gênante, avant de signifier son égoïsme méprisant avec la confiscation de la descente du bus sur les Champs-Élysées, moi d'abord et les autres sans rien. Alors, devant tout cela, effectivement, il y a maintenant l'incroyable affaire qui concerne une espèce de garde du corps, porte-flingue, conseiller, on ne sait pas trop, à l'Élysée, auprès du chef de l'État, dont on apprend qu'il joue les nervis en allant casser du passant dans les rues de Paris. Une sorte de chèque en blanc, un type qui n'a absolument pas de limite. Une vidéo, lui, nous montre M. Alexandre Benalla profitant d'un temps libre pour revêtir les signes liés à la fonction de policier et de passer à tabac les gens qu'il soupçonne d'être des opposants à son patron. Vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'empenne prolétarienne, nous ne sommes pas très loin. Plan juridique, judiciaire et administratif, cette affaire est d'une gravité exceptionnelle. C'est quand même en France, dans un vieux pays, avec une constitution. Nous ne sommes pas dans un pays qui est né d'hier. Et malheureusement, elle s'est déroulée et il y a plus de 2 mois et demi jusqu'à présent. La seule conséquence avait été une mise à pied de 15 jours de l'apprenti milicien. Alors, aujourd'hui, on peut se poser des questions sur cette réintroduction de ce lumpenprolétariat qui, on arrive à être non seulement puissant, mais proche du pouvoir. Donc voilà, je vous appelle à une certaine réflexion, je ne vais pas aller plus loin. Et je pense que il n'y a en aucune façon une détestation envers qui que ce soit, simplement cela est un constat. Et je pense qu'il faudrait revenir à une conception plus régalienne de la nation, avec un respect des institutions, quelle que soit l'origine, quelle que soit la race, la religion, et un peu plus de sérieux. Car sinon, nous courons tout droit à la guerre civile.
Et dans ce cas d'espèce, personne ne sortira gagnant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.